22 juillet 2022, bonsoir mesdames, amis téléspectateurs, bienvenue chez vous et nous sommes très heureux de vous retrouver sur notre compagnie à travers cette émission Zoom Sport. Et pour ce qui est de ces nouveaux numéros, nous avons invité le directeur technique national de la Fédération congolaise de football association. Il s'agit de Médard Lussadissou Bassilois. C'est avec lui que nous allons vous tenir tout au long de cette émission. Et sur ce, je m'en vais directement le présenter. Bonsoir Déten. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs ainsi que les responsables de la chaîne. Et merci pour votre présence au sein de notre plateau. Oui, je l'ai pris de mon cœur parce que c'est important aussi que nous puissions toujours participer lorsqu'on nous invite à fournir les informations et à l'opinion. Et aujourd'hui, nous allons parler essentiellement au football. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo au plan footballistique, c'est une grande nation, mais depuis un certain temps, en tout cas, nous constatons un tout petit peu des péripéties parce que si nous voyons la manière dont notre équipe nationale, c'est-à-dire s'était comportée récemment lors des éliminatoires de la Coupe du Monde et les débuts calamiteuse des éliminatoires de la CAN, en tout cas, ça pose problème. Et sur ce, nous avons voulu inviter Médard Lussadissou parce que c'est lui qui est le directeur technique national et avec lui, nous allons évoquer pas mal de sujets pas mal de sujets, allais-je dire, autour de notre football au plan national. Et sur ce, Médard Lussadissou, je voudrais d'abord à ce que les téléspectateurs qui vous suivent en ce moment puissent savoir de qui vous êtes. Et qui je suis au plan footballistique, parce que là nous allons évoquer notamment aussi votre carrière. Et oui, c'est que je suis Médard Lussadissou, entraîneur et détenteur d'une double licence A, une licence A, et que j'avais reçue en Allemagne, à NF, et une licence A et CAF pour me conformer à la réglementation qui voudrait que pour prester en Afrique, il faut pour les Africains être détenteur de la licence CAF. Donc, et j'étais entraîneur de football dans ce pays depuis la catégorie junior, disons pour les clubs, j'ai en division inférieure, et Itexco devenu Itex Africa, et Galifuru à l'époque, et puis au niveau de la ligue, Matongé, Sodigraphe avec la grande histoire, Sodigraphe, et V-Club. À la fin, Imana, Matiti Mabe à l'époque, et puis Daring Club, Motema Pembe, Sangabalende, Dragon, Bilima, donc les équipes que j'ai entraînées ici au pays. Et je suis allé à l'extérieur, à Mangasport, j'ai fait 13 années en tant qu'entraîneur d'abord et directeur technique. J'étais aussi en Angola, au Sporting de Cabinda. En équipe nationale, j'étais préparateur, d'abord entraîneur adjoint préparateur physique de l'équipe nationale junior, déjà en 88-89. Et puis j'étais entraîneur de la sélection de Kinshasa et autant d'années. Et devenu préparateur physique, entraîneur national adjoint, donc je parle des sélections, préparateur physique, entraîneur national adjoint, entraîneur sélectionneur en 96 d'abord, et puis en 2000, et puis directeur technique national adjoint en charge de l'équipe nationale de la compétition. C'était en 98 avec
le feu au Atunda, et directeur technique national, 99. Et je le suis encore devenu aujourd'hui. J'ai aussi été en passant secrétaire général du comité olympique, parce que j'étais président de l'Union des éducateurs sportifs du Congo, c'est-à-dire que les entraîneurs de toutes les disciplines, et j'étais et les directeurs techniques nationaux, les entraîneurs nationaux, on était dans cette corporation. C'est grâce à cela que j'étais devenu secrétaire général du comité olympique, et je suis cadre académique à l'UPEN où je suis chef des travaux. Vraiment, en tout cas, c'est vraiment un parcours des titans, comme vous l'avez soulevé. Et sur ce, donc, je voudrais aussi, pendant que nous allons évoquer toujours votre carrière, hein, parce que, comme je l'ai dit, en tout cas, vous avez été depuis 80... Depuis 82, au fait 80. Que je suis entraîneur. De très jeune. Oui, j'avais 24 ans quand je commence. Alors, avec le concours de la régie, si déjà nous pouvons revoir en image, et Lazik, si vous pouvez nous donner déjà la première image concernant l'entraîneur Lousadissou départ sa carrière professionnelle, et lorsque vous avez énuméré tous les différents clubs que vous avez parcourus, au niveau notamment des jeunes jusqu'au niveau du football senior. Est-ce que vous êtes c'est-à-dire satisfait de votre parcours dans des clubs que vous avez eu à diriger, notamment ici en République démocratique du Congo, et pourquoi pas aussi à l'extérieur du pays? Oui, bon, je veux dire satisfait, oui, parce que c'est d'abord ma passion. Donc, qu'on réussisse, qu'on échoue, qu'on réussisse, et parce que le métier d'entraîneur, ça reste une œuvre humaine. Donc, tout ce qu'un être humain fait, dans tout ce qu'un être humain fait, il faut s'attendre à des moments d'échec, des moments de réussite. Donc, puisque dans un premier temps, c'est ce que j'aime faire, c'est ce pourquoi j'ai la passion, je reste toujours satisfait des bons et des mauvais moments. Disons, les mauvais moments, je veux dire des moments difficiles. Et grande satisfaction parce que j'étais déjà tôt, à 27 ans, j'étais plébiscité meilleur entraîneur de Kinshasa. Et j'ai gravi, comme je viens de le dire, partie de division inférieure. Je n'ai pas sauté d'étape de division inférieure jusqu'en division supérieure. Et cette grande histoire, d'abord déjà à Imana, à l'époque, avec cette chanson Mangenda, voilà, Lousadissou Habib Sibana, c'était évoqué. Voilà, donc c'était, ça c'est merveilleux, c'est des choses auxquelles qu'on ne peut pas oublier, parce que c'est resté marqué. Je suis toujours reconnaissant envers l'ambassadeur qui est dans le comité de supporters de l'équipe nationale. Et c'est eux qui avaient entonné cette chanson, c'était très bien. Et Sodigraphe, là c'est Sodigraphe, qui part de la deuxième division, qui accède en première division, et qui, quelques temps après seulement, on a le titre de la Coupe du pays, et nous devons aller en Coupe d'Afrique. Et en Coupe d'Afrique, nous jouons 5 matchs pour ne perdre que le dernier match. Et donc, et tout ça, c'est... Et puis les temps que je passe au Gabon, 13 années durant, avec beaucoup de titres et des Coupes d'Afrique. Et donc, en gros, je vais dire que je suis satisfait et du point de vue de le fait que j'exerce une fonction et qui est aussi ma passion. Et coach, là, à l'aide de nos écrans, vous pouvez, c'est-à-dire parcourir ensemble avec nous votre carrière. Et comme vous l'avez dit, donc là nous sommes en train de voir depuis 1982 jusqu'en 2016, lorsque vous étiez au niveau du club des Sporting de Cabinda, et comme vous l'avez soulevé. Et en tant qu'entraîneur, quelle est cette rencontre qui
vous reste en tête jusqu'à ces jours? Lorsque vous vous dites que non, en tout cas, c'était une soirée cauchemardesque d'abord. Bon, c'est un match très difficile. En termes des défaites, hein, là, je ne vois pas d'abord la réussite. C'est-à-dire un match que vous regrettez à jamais. Ben, je dis quand même que peut-être le match déjà, la finale contre Arabe Contractor, ils sont avec Sodigraph, 4-0 en Coupe d'Afrique, oui. Et pourtant le bon résultat que nous avions réalisé ici par rapport à nous-mêmes, mais c'était une expérience assez douloureuse pour les joueurs parce que on va découvrir un football très rapide et quand même, donc c'était des notions auxquelles on n'avait pas vraiment appuyé dans le travail, mais aussi mentalement, les joueurs avaient perdu la tête pour avoir été menés 2 buts à la mi-temps. Et donc, pour moi, en tant qu'entraîneur, je pensais qu'on pourrait mieux faire. Et je pourrais dire que c'est un match... Bon, il y a d'autres matchs, il y a beaucoup de bons événements. La CAN 98, où on est mené, et on mène le Cameroun, on le bat 2-0, malgré 2 cartons rouges. Oui. Et je me souviens que la veille de la rencontre, 2 de nos joueurs s'étaient presque rués de coups. Et alors tout le staff, non, on doit les sanctionner. Et puis je dis, parce que j'étais responsable, je dis, et est-ce que vous connaissez l'enjeu du match d'aujourd'hui? Mais il va se faire que l'un des deux était passeur et l'autre était buteur. Vous voyez? Oui. Dans ce match-là. Alors, je vois aussi, je reviens, nous perdons contre le Gabon 2-0 en 96. Ertugrul Mouchine s'en va parce qu'il refuse de collaborer comme tel. Et pourtant que j'étais en même temps son interprète, parce qu'il était venu avec un interprète. Et je lui ai fait savoir que l'interprète ne traduit pas fidèlement. Et les notions techniques telles que cela. Alors, il s'en était rendu compte, donc j'étais devenu en même temps son adjoint et l'interprète. Donc, il va partir après ce match-là, et l'autorité va décider que je puisse poursuivre. Donc, on va jouer contre Ouéa après 24 heures. Je vois Ouéa avec le président de la République actuellement, avec un petit tambour. Il laisse un couloir, son équipe, à l'entrée du stade. Donc nous, on débarque avec les bus. 45 secondes presque, personne ne bouge. Alors, je dis au chauffeur, on rentre parce qu'il n'y a pas match. Non, coach, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais non, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas match. Et puis alors, ça a boosté le groupe. On est descendu. On est passé à travers les 2 rangées de l'équipe de Ouéa. Il est battu 2-0. Et après le match, il vient me serrer la main, me dire, vraiment, vous avez fait du bon boulot. Parce que nous avait rendu la tâche très difficile. Il n'avait pas eu des occasions. Donc ça, par exemple, c'est des éléments qui me marquent. Et sinon, on pourrait... Et bien le match, ce match de 98 aussi, est le synonyme des matchs événementiels. Parce que je vois encore à la mi-temps le brouhaha dans les vestiaires, tout le monde était là, comité de soutien, tout le monde était là, ça criait. Et puis, donc on devait intervenir, on est intervenu pour déguerpir tout le monde dans le vestiaire, donc ceux qui n'étaient pas impliqués dans la gestion du match. Et paix à son âme, Emeka Mamale venait d'enlever
la vareuse parce qu'on vient de lui confier une nouvelle tâche. Ok. Et puis alors, il a dû intervenir pour lui faire comprendre, oui, oui, il fallait voir le Bandengwa. Et puis après, on revient dans les matchs. On savait ce match-là que le Burkina n'avait pas encore été coincé durant la rencontre. Donc à la mi-temps, on s'est dit c'est un match psychologique maintenant qu'on va les jouer. C'est joué sur le plan mental et tactique, bien sûr. Que si on marque un but et qu'on est à 3-2, ils vont vouloir se recroqueviller et pour protéger les buts. Okay. Et donc nous aurons une ascendance sur le plan psychologique. Et c'est exactement ce qui s'était passé. Parce que finalement, en voulant reculer, et nous avons un ascendant psychologique, donc on commençait à courir. Et puis, donc ça, c'est des grands événements, on va dire, que je peux retenir. Il y a beaucoup qui sont des moments difficiles, parce qu'on a, nous, à l'époque, on n'a pas le même environnement, encadrement actuel. On a passé beaucoup de nuits dans les aéroports. Justement. Par exemple, beaucoup de nuits dans les aéroports. Il y a eu quand même assez de difficultés à l'époque. Exactement. C'est pas comme aujourd'hui. Oui, comme vous l'avez bien signifié, coach, mais lorsque maintenant nous allons voir la réalité actuelle, en tout cas, depuis un temps, notre football, en tout cas, rien ne marche. Et parce que si nous regardons de l'autre côté avec nos différents clubs qui jouent au niveau des interclubs africains, en tout cas, les résultats escomptés ne sont pas vraiment positifs. Hein, parce que là, en tout cas, nous avons du mal à passer les derniers carrés. Et si nous voyons aussi de l'autre côté avec notre sélection nationale, en tout cas, rien ne marche. Et sur ce, je voudrais d'abord rentrer du côté de la régie et nous allons voir ensemble avec vous les récits concernant notre football et nous y reviendrons maintenant pour essayer un peu de commenter là-dessus. Le football en République démocratique du Congo connaît-elle une période d'aridité? Après une année catastrophique marquée par des incertitudes, rien ne semble évoluer, tant sur les clubs jusqu'à l'ensemble de l'organe fessière du football congolais. Plusieurs mois se sont déjà passés après l'humiliation subie au Maroc lors des barrages de la Coupe du Monde au Qatar. En plus de cela, 2 défaites concédées aux éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations face à des équipes jouables qui a notamment coûté la place au sélectionneur national Hector Cooper. L'équipe nationale de la RDC marche à pas des tortues dans une stérilité contrastée. Si les pères va mal, on n'en entend pas mieux du fils. Le championnat national est de son côté malade, une saison marquée par une pause de 3 mois pour finalement s'arrêter dans sa phase aller. Conséquence, des clubs en embuscade lors de la Coupe africaine de la CAF. Seul Mazembe a fait mieux avec une demi-finale de la Coupe de la CAF battue par la Renaissance sportive de Berkane. Tout cela est le résultat d'une gestion désastreuse au sein des organisations. Alors que la cérémonie des remises des trophées CAF Awards fera son retour le 21 juillet prochain à Rabat, la Confédération africaine de football a dévoilé une liste de 30 noms pour les titres de joueurs africains de l'année, ainsi que pour le prétendant au trophée de meilleur joueur des compétitions interclubs de la CAF. Seul Florent Ibenge, vainqueur de la Coupe des Confédérations avec Berkane et les tout-puissants Mazembe, sont le représentant congolais de l'édition 2022, symbole d'un football moribond. Récemment, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, avait alors présenté au cours de la 60e réunion du Conseil des ministres les rapports sur l'état d'avancement des travaux préparatoires des États généraux des sports et loisirs, notamment sur les contre-performances sportives enregistrées ces derniers temps dans le domaine du football, afin de dégager le vrai problème et envisager les solutions idoines. Alors, à quand la révolution? Une chose est sûre, le football congolais est sèchement dans une période de transition. Oui, cher Détienne, là, vous venez de suivre avec nous les récits de la rédaction sportive. Et je voudrais savoir un peu comment faire maintenant. Parce que là, on doit essayer, n'est-ce pas, de donner quand même du tonus à notre football. Et vous, vous êtes les directeurs techniques au sein de la fédération, parce que c'est vous qui gérez, c'est-à-dire la partie technique, puisque lorsque je parle de la technique, vous comprenez mieux que moi, puisque vous êtes directeur technique. Et quelle serait la solution? D'abord, parce que là, la République démocratique du Congo chemine encore au niveau des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, et il nous reste 4 matchs. Et a priori, nous devons les gagner. Et comment allons-nous procéder?
Ben, je pense que je retiens que le condensé est bien dit et qu'on a évoqué grosso modo et tous les aspects qui doivent être pris en compte pour pour nous proposer le voie de sortie. Et donc, à entendre le récit, c'est que le problème est profond. Très profond. Et la première des choses, nous devons cesser de penser, de croire aujourd'hui, après autant d'années d'indépendance, que nous devons encore compter sur les miracles. Et parce que le football, la pratique du sport, c'est un domaine dynamique. Donc ça subit les changements sur le plan de l'environnement, sur le plan des sciences. Et parce que le football lui-même, on dit qu'il est une science, non, ça reste un sport, mais qui subit les effets des sciences connexes à sa pratique. La physiologie de l'effort, est-ce que le joueur s'est fatigué pour qu'il ne se fatigue pas tôt, le mental, et le problème sur le plan sociologique, les problèmes sur le plan technique, donc, et technique et tactique. Donc les sciences connexes viennent s'éjecter. Il faut d'ores et déjà cesser de réfléchir en omettant les sciences. Donc il faut que nous ayons un esprit critique et non l'esprit de la critique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache doigter le mal. Si on se pose, c'est en se posant les bonnes questions que on peut se proposer les bonnes réponses. Où se situe le problème de notre football? Et qui pose le problème? Et alors, quelle solution envisager? Le problème, c'est lequel? C'est que où se situe le problème? C'est nous devons travailler dans le sens d'avoir une projection dans la durée. Oui. Vous avez cité les années écoulées. Nous avions une équipe nationale locale et renforcée par les meilleurs joueurs congolais évoluant à l'étranger. Et on ne prenait que des titulaires. Même si les joueurs étaient en deuxième division, en troisième division, on ne faisait venir que les titulaires. Mais ils venaient s'appuyer sur quel type de championnat? Un championnat où vous avez Matongé, et pour ne citer que cela, Kalamou, Sodigraphe, Club et Daring tremblent. Oui. Sinon, ils ont des égards vis-à-vis de ces équipes. Donc les joueurs, l'effectif local était à même de rivaliser, de concurrencier les joueurs professionnels qui venaient. L'Indingambote, les Bassaou, les autres. Si je ne m'abuse, je crois que c'est Lukaku le père. Quand il vient trouver Roger, qui vient trouver Léa Sombalang en forme et déjà ne vient plus. Vous voyez ça? Donc, mais c'est parti d'où? 98-99, nous opérons une détection nationale. On prend les meilleurs talents des différentes provinces et on nous envoie, nous étions allés enfermer, nous étions enfermés à l'ICAS. C'est ce noyau qui va continuer, travailler depuis la CAN de Dakar 92, Sénégal, et Tunis 94, et puis on vient 96. Vous voyez ça? C'est ce noyau-là jusqu'à 94. Alors, c'est le noyau de Sodigraphe. 96, les joueurs
professionnels font la grève des jambes croisées. Oui. Nous devons aller jouer le match de qualification au Mali. Donc, nous sommes à 14h. Le match et les voyages, c'était prévu 17h, 17h30. Donc, moi, je propose à la fédération qu'on aille prendre l'équipe de Soligraphe. Parce que, et détenant des passeports, des services, puisqu'ils étaient en train de jouer à la Coupe d'Afrique. Oui. Donc, nous allons appeler le président Patelli du Tourisme Mémoire. Il était un grand sportif. Donc, on a récupéré les joueurs de Soligraphe tels qu'ils allaient à l'entraînement. Qui en culotte, qui en babouche. La génération des Kimoto, qui voilà, on les a récupérés pour aller qualifier le pays. Vous voyez, oui. C'est un club pour renforcer les quelques éléments. Et c'est ce noyau qui va arriver en 98. Donc voilà qu'il y a une continuité. Alors, donc, après 2000, le problème commence à se poser. Donc, mais nous n'avons pas conservé et c'est effectif jusqu'en 98. Mais donc à l'époque, on s'est appuyé sur des équipes de haute facture dans le championnat. Donc déjà, un premier problème, un championnat de qualité, une détection des meilleurs talents au plan national, intégré dans un championnat de qualité qui était permanent, qui était régulier. On pouvait savoir quel adversaire on va rencontrer dans 2 mois. Et le public pourrait s'imaginer même les effectifs des joueurs 2 mois avant. Pas ce qui se passe aujourd'hui, on joue en dents de scie. Vous voyez ça? Les mêmes joueurs qui font les pleins d'SMPV Club, si nous disons aujourd'hui qu'on prend que cela pour constituer la sélection, les mêmes Congolais de V-Club et de Daring sont contre. Mais, ce qui est différent de l'époque, parce qu'à l'époque, les joueurs s'étaient identifiés au niveau des sélections. Donc, et la solution, la politique, la jeunesse, parce que nous, la DTN, justement, vision, et doit être dans l'avenir. Comment améliorer le futur du football congolais? Et compte tenu de la situation que je viens d'évoquer, il faut travailler dans la formation de la jeunesse. Notamment, raison pour laquelle je voulais y atterrir, parce que lorsque vous avez parlé, n'est-ce pas, donc de l'évolution de notre équipe nationale en début des années 90, on sentait que les moyens n'y étaient pas. Mais avec le peu des moyens, on y arrivait quand même à faire quelque chose. Mais actuellement, si nous pouvons parler en termes des moyens, en tout cas, les moyens sont là. Parce qu'à chaque fois, lorsque l'équipe nationale, c'est-à-dire joue ou est programmée pour jouer une rencontre au plan international, nous voyons comment est-ce que le gouvernement essaye de mettre en place quand même tous les moyens qu'il faudra, n'est-ce pas, pour permettre à ce que les joueurs soient dans de bonnes conditions, même ceux qui proviennent de l'extérieur, ils sont là, même des joueurs locaux. Mais on sent comme si rien ne va, donc rien ne marche. Pourquoi? Parce que s'il faut qu'on en parle aussi du point de vue, c'est-à-dire technique, il y a quand même un très bon encadrement, parce qu'il y a toujours des entraîneurs provenant de l'extérieur qui viennent pour essayer quand même d'apporter leur expertise. Mais on sent toujours ça ne va pas. Et vous êtes directeur technique national. Raison pour laquelle je voudrais d'abord que vous puissiez nous expliquer d'abord les rôles d'un directeur technique national et quel est maintenant son apport au sein du football au plan national. Et puis, par après, je voudrais savoir si le directeur technique national peut aussi, n'est-ce pas, intervenir au cas où l'entraîneur, c'est-à-dire les sélectionneurs, n'a pas atteint son objectif assigné avec les gouvernements. Bon, je pense dans un premier temps qu'il ne faut même pas atténuer l'État. L'État investit, joue son rôle. Oui. Donc si c'était de la musique,
et la partition de l'État à partir du père de la nation est très bien jouée, je pense. Il faut, c'est le cas de le dire, de le remercier, parce que, et en dépit de finances, mais l'apport du président de la République, et dans son attitude dans les stades, ses approches, et qui sont des approches d'entraîneurs et des dirigeants, parce qu'il est toujours en train de tempérer, et voilà, même quand il souffre, on le sait, nous, qu'il est en train de souffrir, mais il donne l'impression, il prend vraiment, il se met vraiment dans la peau d'un leader, et voilà le terme. Autant pour tous les autres, les ministres du sport qui se débattent afin que les moyens soient mis à disposition. Voilà pourquoi je dis que le problème, il est profond. J'ai mis un peu de temps pour faire voir la qualité du joueur. La qualité du joueur dépend aussi de la qualité d'organisation du football. Exactement. Dans l'organisation du football, on part dans des clubs. Les joueurs ne sont pas formés en équipe nationale. Exactement. Ils ne sont pas préparés en équipe nationale. Ce sont les meilleurs talents du pays qu'on sélectionne. Vous voyez? Oui. Les clubs détectent, forment. Et la sélection, l'équipe nationale les sélectionne pour faire une symbiose. Voilà, donc, voilà la qualité d'abord de notre championnat. Vous venez de dire qu'il y a la Covid, après autant de mois de repos, entre deux phases, entre deux saisons, on accorde 1 mois et demi de repos. Nous avons connu 3 mois de repos. Voilà. Donc, on ne peut pas prétendre aller rivaliser contre des grandes nations avec des joueurs qui sont en quête de forme sur le plan physique. Okay. C'est utopique. Alors, l'effectif des joueurs qui viennent de l'extérieur, de l'étranger, combien sont titulaires? Vous voyez? Mais la faute est un combat qui détermine. Non, c'est tout ça. Donc, je suis en train de venir. Oui. Mais on ne peut pas compter que sur l'effectif local dans le contexte que nous venons de citer. On estime que le joueur le plus près, les plus près physiquement et qui sont plus disponibles, il faut les trouver parmi ceux qui compétissent. N'est-ce pas? Oui. Donc c'est normal qu'on puisse... je ne me mets pas dans la place des entraîneurs, je suis en train de faire une analyse. Okay. Parce qu'il y a les indicateurs, je considère les indicateurs de performance, pour ne pas attribuer la responsabilité sur un seul et sur quelqu'un. Voilà, c'est parce que sinon, alors on risque, on a changé des entraîneurs depuis 2015, le groupe de Florent, 2016, il est au top, et puis Christian, après, à la fin, on dit non, Florent, ça ne va plus. Christian arrive, premier diplôme pro de la RDC, il n'est pas valable. Il faut un entraîneur UP, Hector arrive, qui encadrait en Égypte les Salah et les autres. Aujourd'hui, on ne dit pas lui. Donc un autre entraîneur va arriver. Vous voyez ça? Justement. Donc si l'aspect entraîneur est considéré comme étant l'homme seul, il n'y a que lui qui pose problème. Nous risquons de revenir toujours au départ. En termes voilà de solution pourquoi j'ai dit. maintenant. Oui, mais c'est là que je suis en train d'arriver. J'ai dit, la solution, elle n'est pas, il ne faut pas la chercher dans le miracle. Parce que dans votre intervention, vous l'avez dit, nous avons 4 matchs qu'il faut à tout prix gagner. Oui, si nous espérons nous qualifier. Voilà, justement. Mais je repars. Combien de temps avons-nous préparé la Coupe du Monde pour prétendre la gagner à tout prix? Contre une équipe marocaine qui était tout feu, tout flamme, on l'a vu. Une très bonne organisation. Voilà. Et avec tous les problèmes. Donc on peut partir avec honnêteté intellectuelle. Que nous sommes en difficulté, nous voulons plutôt réaliser des défis. Et quand ça ne marche pas,
vous vous dites, pour le moment, voilà notre positionnement, voilà ce que nous devons faire. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? La politique des jeunes, parce que nous devons voir l'avenir. Oui. Des équipes nationales, des différentes catégories, U15. Les meilleurs U15 accèdent au U17. Les meilleurs U17 au U20. Les juniors U20 au U21, équipe olympique U23. Vous voyez cela? Et parce qu'aujourd'hui, tout sélectionneur de catégorie d'âge est réputé de partial. Pourquoi? Parce que ils doivent chercher des joueurs à placer dans la sélection U20. Mais s'il y avait des catégories inférieures, il y a une base de données. Exactement. Donc l'entraîneur U17 prendra les meilleurs U15 et les U20 prendra les meilleurs, ceux qui qui ont mieux presté chez les U17. Et c'est dans les catégories U15, U17, on ne cherche pas à être champion. On prépare l'avenir parce qu'ils sont en pleine formation. Vous voyez cela? Et donc c'est là qu'il faut aller. Mais avant d'y arriver, il faut qu'il y ait le championnat de ces catégories. Parce qu'on ne doit pas réunir les bons jeunes des académies qui ne jouent pas. Ils ont la maîtrise technique, mais pas la compétitivité, pas l'utilisation de tout le potentiel technico-tactique qu'ils ont reçu dans le jeu. Mais là, vous projetez, cher Détene, mais je voudrais savoir maintenant, d'où proviendront ces moyens? Parce que là, vous avez fait un canevas de travail. Et vous avez parfaitement raison. Parce que si nous pouvons regarder aujourd'hui, en tout cas, nous sentons que notre identité, au plan footballistique, en tout cas, là, je parle en termes de la philosophie tactique, les schémas tactiques ou les projets de jeu. On sent que notre équipe nationale n'a pas vraiment une identité. Or, si, tel que vous êtes en train de parler, il y avait déjà ce travail-là qui doit commencer chez les U15, donc jusqu'au niveau des seniors, on aura une identité. C'est-à-dire que les jeunes qui monteront de U15 à U17 pour s'échelonner à U19 ou U21 aura pratiquement cette même identité. Bon, maintenant, comment prévoyez-vous? Puisque là, déjà, nous allons, n'est-ce pas, continuer les éliminatoires, mais il nous faudra avoir un staff technique. Est-ce qu'il serait encore important de chercher encore, puisque nous avons vu quand même l'appel d'offres, ou bien espérer d'abord de composer avec un noyau, c'est-à-dire sur place, entre guillemets. Il faut parler des entraîneurs. Oui, là maintenant, je vois directement l'équipe A, parce que le projet, c'est très bien. Mais ça va nous permettre peut-être à pouvoir préparer les échéances 2026 de la Coupe du Monde et la CAN 2025. Mais s'il faudra maintenant, c'est-à-dire sauver l'honneur, c'est-à-dire de pouvoir nous qualifier, que devons-nous faire? Parce que vous êtes aussi le conseiller numéro 1 au sein de la FECOFA, en termes de la technique. C'est ce que je dis. En votre qualité de directeur technique. Oui, donc il faut être très objectif. Vous voyez? Vous devez être objectif. Nous avons des échéances devant, nous avions perdu combien de points? Oui. Donc je viens de dire que le reste, c'est des défis qu'on peut se lancer, mais les défis, on peut ne pas les réaliser. Exactement. Alors, et il ne faut pas, j'ai aussi dit qu'il ne faut pas croire au miracle. Alors, il faut se poser les bonnes questions. Les bonnes questions. Quelle qualité de joueurs nous disposons sur le plan local? Ils sortent du championnat, d'une moitié de championnat. Ils sont repartis en vacances. Quel est le niveau, le potentiel de nos joueurs qui sont à l'extérieur? L'équipe nationale étant la sélection des meilleurs talents du pays et du moment. Tout sélectionneur qui viendra doit s'appuyer sur cet aspect pour chercher les meilleurs talents. Mais tout en sachant que la FIFA n'accorde pas beaucoup de temps d'entraînement aux joueurs qui viennent de l'extérieur. Parce qu'il y a des contraintes dans les milieux professionnels
ils sont payés, il y a des contrats. Donc, l'entraîneur, présentement, que soit l'entraîneur et qu'on aura et qu'on mettra en place, il est dans une situation complexe. Okay. Il doit travailler et scientifiquement, bien s'entourer pour avoir les conseils qu'il faut afin de pouvoir aller travailler. Cela ne voudrait pas dire, parce qu'au football, jamais n'existe pas. Ça, ce langage au football, jamais n'existe pas. Il n'y a rien qui voudrait dire qu'on ne peut pas se qualifier, n'est-ce pas? Mais qu'on essaie de réunir tous les moyens qu'on doit mettre à notre disposition. Ici, je parle de la qualité de l'effectif, Okay. les meilleurs de nos joueurs, parce que souvent, ce qui pose problème, si on a des joueurs en quête de forme physique dans la sélection, et s'ils sont nombreux dans les facteurs, dans les déterminants de la performance, il y a les aptitudes physiques, la capacité technique, l'habileté technique, la tactique, le mental. Ils sont interdépendants. Okay. Les joueurs peuvent être très bons techniquement, tactiquement, la connaissance des jeux, mentalement, les gouvernements a donné les moyens qu'il faut. Si physiquement le pouvoir faire, l'organisme de joueur ne peut pas répondre aux exigences de la compétition, on ne peut pas. Et vous coach, voyez ça, donc et, tout ça, tous ceci va faire que l'entraîneur qui va arriver, et nous avons lancé, comme vous avez dit, et nous sommes là, la direction technique, pour apporter, pour superviser, pour apporter nos conseils. Okay. Parce que nous avons une relation, nous entretenons une relation horizontale avec les sélectionneurs. C'est-à-dire qu'on est des conseillers, logiquement. C'est tout à fait normal, logique, pour un sélectionneur qui arrive et qu'il soit un sélectionneur congolais. Et c'est pas la peau qui compte, mais c'est l'expertise qui compte. Et s'il vient de l'extérieur, c'est l'expertise qui compte. Donc, mais qui devra savoir que nous avons une situation qui est complexe. Nous allons apporter nos conseils. Nous faisons le devoir d'apporter nos conseils dans la situation qui prévaut. Nous avons quand même 6 CAN dans notre actif. Moi, j'étais dans 6 CAN. Donc, on peut avoir des idées à présenter à un entraîneur et on peut échanger sur la philosophie du jeu quand même que les joueurs congolais peuvent mieux intégrer, dans lequel peuvent mieux intégrer, ou peut-être sur le plan relationnel, parce que comme vous avez suivi dans les échanges des joueurs, vous vous rendez compte que sur le plan relationnel, il y a un souci. Donc on a besoin, en gros, vous avez vu, dans notre appel à candidature, un leader. Et tout se résume dans cette notion de leader. Il est bien formé parce qu'il a les diplômes qu'il faut. C'est un leader, il est un manager, c'est un meneur d'hommes. Il sait prendre les bonnes décisions. Sinon, il sait choisir parmi tous les éléments autour les bonnes décisions. Il sait travailler, collaborer avec son staff et qu'on réunisse un staff complémentaire. Des entraîneurs capables d'apporter sur le plan scientifique des raisonnements, des réflexions. Vous voyez tout cela, et qui soit capable un meneur d'hommes qui sait dire non quand il est faux et qui sait être conciliant, qui crée un environnement, on va dire un environnement favorable pour la cohésion de groupe. Donc en gros, créer un état d'esprit. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque à notre football, tant dans les clubs, au niveau des clubs, qu'au niveau des sélections, c'est l'état d'esprit de gagneur, le winning spirit et le fighting spirit, l'esprit de combat et l'esprit des gagneurs.
ce sont les deux éléments qui ont fait la différence à une certaine époque. Et est-ce que là, vous ne faites pas cas aussi au niveau du mental? Parce qu'au sein de votre structure, il y a aussi un préparateur mental de l'équipe nationale. Je ne sais pas s'il est mis aussi à contribution ou je ne sais pas. Bon, je dis, il y a 4 facteurs indissociables. J'ai cité le mental. Oui. Dans le mental, il y a 2 aspects. Il y a, par exemple, un milieu de terrain qui n'aime pas défendre. Okay. L'entraîneur de nos formations apprend quel type d'exercice, à quel type d'exercice il faut soumettre le joueur pour qu'il devienne agressif. Cette agressivité qui fait défaut, par exemple, dans notre football. Donc les entraîneurs l'apprennent, les préparateurs mentaux, on les appelle aujourd'hui les coachs mentaux. Okay. Comme on a Kamba, nous avons dans notre cellule, nous avons Prof Kamba qui est aussi à l'IPN et le docteur Elumba et qui est Julius qui est avec V-Club. Donc ils sont 2 experts quand même dans ces domaines qui effectivement devront apporter leur concours quand nous sommes en train de chercher à trouver des solutions. Donc nous envisageons tout cela. Le professeur Kamba fait déjà partie intégrante de la direction technique nationale. Parce que le deuxième aspect, c'est en dehors du terrain. Et comme les joueurs sont des êtres humains à part entière, il peut se poser des problèmes qui nécessiteraient l'intervention de l'expert et du domaine de la psychologie pour faire découvrir aux joueurs et trouver avec les joueurs les pistes de solutions afin de les aider à se réarmer mentalement et trouver les solutions. Et les entraîneurs, comme on a dit, pour ce qui est de l'esprit d'équipe, sur le plan relationnel, l'entraîneur doit aussi avoir un regard sur l'attitude des différents joueurs. Okay. Et parce que c'est en étant unis que les joueurs peuvent répondre sur le plan collectif. Et c'est en voulant travailler les uns pour les autres qu'on peut avoir une équipe réellement conquérante et gagnante. Et ça, c'est des aspects qui sont importants qu'on doit intégrer. Donc, je pense que les pistes de solutions sont là, que soit l'entraîneur qui va arriver, pour tenter de relever le défi, mais tout en sachant, bien entendu, que la solution profonde, elle doit venir d'un projet, dans le cadre de projet. Aujourd'hui, nos yeux doivent être rivés sur 2026. Avec quel joueur en 2026? C'est quand vous prenez 26, si vous enlevez 4, vous aurez 22 ans. Mais c'est à 22 ans, 23 ans que le joueur éclore. Nous aurons le moins de 20 ans. Exactement. Vous voyez? Merci. Donc quand on travaille des moins de 20 ans, et ce sont ces moins de 20 ans et l'équipe de U23 qui doivent être, selon le programme que nous sommes en train de présenter à la fédération et au ministère, qui doivent être des équipes permanentes. Et son Excellence nous a reçus, que vous avez montré, l'équipe qui va nous représenter à la francophonie. Cette équipe, son Excellence l'a même annoncé, et il va dans la philosophie que nous avons, qu'elle soit permanente. Merci beaucoup, cher Détene. Faute de temps, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission et nous espérons, parce que là, en tout cas, la matière était tellement... on ne sait même pas comment est-ce que nous pouvons encore programmer, pourquoi pas une émission autre, parce que nous n'avons même pas parlé de vos activités à l'intérieur du pays, mais du moins le plus important était pour nous donc de vous recevoir, et nous avons senti aussi en vous, c'est-à-dire cette vision de mieux faire pour les comptes du développement de notre football, et nous croyons qu'à la prochaine fois vous aurez suffisamment de temps, pourquoi pas, de revenir aussi
sur ces plateaux de la télévision pour que nous puissions aussi, pourquoi pas, vous accompagner dans ce que vous êtes en train de faire. Et quand cela n'était en tout cas, je dis merci à l'équipe technique qui nous a aidés pour la réussite de cette émission. Et nous allons nous retrouver pour les mardis prochains au sein de notre rendez-vous sportif. Merci beaucoup.